Dans quelques-unes des leçons précédentes, nous avions appris comment brancher et utiliser l'écran LCD 16:2 standard. Seulement, les branchements entre l'écran LCD 16:2 standard et la plateforme Arduino est relativement compliqué et demande l'utilisation d'au moins 8 broches de l'Arduino. Avec l'écran LCD 16:2 standard, même en accéléré, je trouve ça long à mettre en place. Dans cette leçon, je vais considérablement nous simplifier la vie. Je vais arriver au même résultat, et cela en utilisant seulement 2 broches pour l'alimentation et 2 broches de l'Arduino pour l'affichage. Comparativement aux afficheurs LCD 16:2 standard qui nécessitent 8 branchements à l'Arduino en mode 4 bits et 12 branchements en mode 8 bits, les afficheurs LCD 16:2 I2C n'en demandent que 4. Bonjour et bienvenue pour cette 13e leçon du projet CPAD. Comme tu l'as certainement compris au cours de l'introduction, cette leçon portera sur les afficheurs LCD I2C 16:2 inclus dans le simulateur Tinkercad. Cette leçon sera brève car en plus des branchements qui sont très simples, sa configuration est quasiment identique au LCD standard. Donc on n'aura pas à s'éterniser bien longtemps.
À partir d'ici, l'appel de la fonction personnalisée « Repeat without delay » contient une copie de toutes les mêmes instructions mais en excluant toutes les fonctions « delay », à l'exception de l'avant-dernière ligne qui marque une pause de 5 secondes avant de vider simultanément les 3 affichages. Comme nous l'avons précisé au cours de la leçon 12, dans la partie initialisation, lorsque nous utilisons un écran LCD, la première ligne d'instruction à placer avant toute autre méthode concernant la variable LCD est begin 16,2 qui a pour rôle d'initialiser le nombre de colonnes et de rangées. Avant toute autre méthode? Oui, méthode est généralement le nom donné aux fonctions contenues dans une librairie d'objets. Une fois que tu as inclus une librairie et déclaré une classe comme Liquid Crystal ou Liquid Crystal-by2c, tu peux accéder aux méthodes d'objets spécifiques à LCD. Ainsi, l'instruction lcd.begin 16,2 initialise l'objet LCD et détermine le nombre de colonnes et de rangées. Cette même règle s'applique pour les afficheurs LCD I2C, quoique écrite différemment. Avec les écrans I2C, nous remplaçons la méthode begin par init, qui est ni plus ni moins l'abréviation de initialize en anglais. Pour les écrans LCD standard, le rétroéclairage de l'afficheur est contrôlé par l'alimentation de ces LED. Pour les écrans I2C, c'est par les instructions LCD2 et LCD3.backlight suivies d'une paire de parenthèses vides et d'un point-virgule. Quant aux autres méthodes, genre setCursor, print, write ou clear, elles sont les mêmes pour les écrans standard ou I2C. Dans cette leçon, j'ai utilisé 3 écrans LCD reliés et contrôlés par la même carte Arduino. De toute évidence, le premier écran est standard et a été branché comme on l'a toujours fait depuis le début. Ce n'est pas la seule façon de le brancher mais généralement la plus utilisée pour les écrans standards. Les branchements sont différents pour les écrans I2C. En plus d'être plus simples à brancher, ces écrans offrent un avantage de taille. Comme on peut le voir ici, j'en ai utilisé 2 qui sont connectés en parallèle. On peut brancher jusqu'à 8 écrans I2C aux mêmes broches de l'Arduino et leur donner des instructions de manière à les utiliser indépendamment ou parallèlement. Indépendamment veut dire que chaque écran réagisse de manière indépendante les unes des autres, ou parallèlement de sorte que les 8 écrans affichent exactement la même chose. Nous allons y revenir plus en détail un peu plus tard. Ici, elles sont configurées pour fonctionner indépendamment. Comme à l'habitude, un lien te permettant de copier ce projet est disponible dans la description au bas de cette vidéo, à condition de t'être inscrit sur Tinkercad. C'est gratuit, sans risque, sans publicité et certifié KidSafe. Tinkercad est une application gratuite et facile à utiliser pour la conception 3D, l'électronique et le codage. Il est utilisé par les enseignants, les enfants, les amateurs et les designers pour imaginer, concevoir et fabriquer n'importe quoi. Maintenant, je vais faire un survol rapide dans l'environnement de développement pour expliquer les premières étapes à suivre en me dirigeant dans l'entête déclarative. Tout d'abord, j'ai cliqué sur l'icône bibliothèque pour accéder à la liste des bibliothèques offertes par Tinkercad. J'y ai repéré les 2 bibliothèques à inclure dans ce projet. En premier, j'ai inclus la bibliothèque Liquid Crystal, ensuite j'y suis retourné pour inclure celle de Liquid Crystal I2C. Une fois ces 2 bibliothèques ajoutées au projet, je peux maintenant déclarer les variables LCD propres à chacune des écrans et les paramétrer. Une chose à retenir, chaque objet LCD doit être nommé différemment car il s'agit de déclarer 3 variables différentes. Le premier écran est l'écran standard et je l'ai déclaré comme on l'a toujours fait par le passé en le nommant LCD. Par contre, pour déclarer les 2 autres objets, je les ai nommés LCD2 pour le deuxième écran et LCD3 pour le troisième. Je crois inutile de détailler cette première ligne de déclaration. Elle est comme d'habitude. Mais les 2 lignes suivantes sont différentes. D'abord, leurs types de variables appartiennent à la classe Liquid Crystal-by2c. Aussi les paramètres contenus entre les parenthèses des objets LCD2 et LCD3. Le premier de ces paramètres, 0x20 et 0x21 correspondent aux adresses I2C de chaque écran. Un peu plus loin, nous verrons en détail la façon à utiliser avec Tinkercad pour définir ces adresses pour chaque écran et aussi comment on peut les trouver à l'aide d'une simple fonction de Nick Gammon. Si nous utilisons la même adresse pour plusieurs écrans, elles fonctionneront toutes en parallèle et afficheront les mêmes textes, ce qui est absurde, sauf si c'est vraiment le but visé comme pour exemple lorsque nous avons des afficheurs installés dans des endroits différents et que l'on veuille accéder aux mêmes informations qu'on soit près du détecteur de niveau d'eau placé au sous-sol ou au rez-de-chaussée à la vue de tous. Les 2 paramètres suivants 16,2 initialisent le nombre de 16 colonnes et de 2 lignes disponibles pour chaque écran. Voilà, c'est tout pour cette partie déclaration concernant nos 3 écrans. Nous arrivons ensuite dans la partie initialisation. C'est la fonction setup.
La première ligne d'instruction rencontrée ici est habituellement facultative, mais pour cette leçon elle est essentielle car elle initialise la classe Serial qui active et configure un port série pour nous donner l'accès au moniteur série qui nous sera bien utile et nous allons l'utiliser plus tard. C'est l'instruction serial.begin 9600. 9600 est le débit en baud du port de communication. Cette première fonction est immédiatement suivie d'une fonction personnalisée que j'ai nommée adresse. Cette fonction personnalisée contient le bloc de code créé par Nick Gammon dont le rôle est d'analyser notre bus I2C et de renvoyer l'adresse de chaque périphérique I2C qu'il trouve et d'afficher ces infos dans le moniteur série. Il est recommandé de connaître l'adresse I2C réelle des écrans LCD avant de les utiliser. Ainsi, il nous sera possible de les noter pour les utiliser dans l'entête déclarative. L'instruction suivante, comme on l'a déjà vu maintes et maintes fois dans les leçons précédentes, lcd.begin 16,2 initialise le nombre de colonnes et de lignes pour l'écran standard, notre premier écran. Suivi d'une pause d'1 seconde. Normalement, on évite le plus possible d'utiliser la fonction delay, sauf quand c'est nécessaire, elle ralentit le déroulement du programme, d'ailleurs c'est exactement pour ça que j'en ai mis après chacune des fonctions. C'était pour les besoins de la démo. Pour simuler un genre de cause à effet, je tenais à synchroniser ce qui se passait au niveau des afficheurs avec les lignes de code afin de te permettre de visualiser le déroulement du programme à mesure qu'il se déroule et ainsi associer la cause et l'effet. J'avoue que je suis pas certain de faire ça bien souvent. C'est pas mal plus d'ouvrage. L'instruction suivante mérite qu'on s'y attarde un peu plus, lcd2.init. En utilisant les écrans LCD I2C, on remplace la méthode begin par init. Comme pour la fonction begin, elle a pour rôle d'initialiser non seulement le nombre de colonnes et de lignes mais aussi l'adresse du bus IC2. Ces paramètres ayant déjà été déclarés dans l'entête déclarative, on n'a rien à ajouter entre ces parenthèses. Ces parenthèses demeurent donc vides. Comme je l'ai déjà précisé un peu plus tôt, le rétroéclairage des écrans LCD standard dépend de l'alimentation appliquée aux 2 pins des LED du rétroéclairage passant à travers une résistance de 220 ohms. Dès que ces LED sont alimentés, le rétroéclairage s'illumine. Dans le cas des écrans LCD I2C, le contrôle du rétroéclairage de l'écran LCD2 et LCD3 s'active grâce à l'instruction LCD2 ou LCD3.backlight suivie d'une paire de parenthèses vides et d'un point-virgule. Encore une pause de 1 seconde pour les besoins de la démo, suivie de l'instruction lcd.lcd3.init pour initialiser le troisième écran, puis lcd3.backlight pour activer son rétroéclairage et d'une autre pause facultative pour la même raison que les précédentes pauses. Rendu ici, je pense superflu de détailler le reste des instructions si tu as bien suivi les leçons précédentes. On a vu plus tôt que la première instruction à exécuter de la fonction setup était serial.begin et qu'elle initialisait le port série afin de pouvoir utiliser le moniteur série qui se situe au bas de l'environnement de programmation. Par défaut, ce moniteur est masqué pour prendre le moins de place possible. Il suffit de cliquer dessus pour l'afficher. Immédiatement suivi de serial.begin, l'instruction adresse est exécutée. Elle appelle cette fonction personnalisée qui regroupe le bloc de code de Nick Gammon. Cette fonction de Nick Gammon permet de scanner les dispositifs I2C à la recherche de leur présence et de leurs adresses hexadécimales et communique ces informations au moniteur série. C'est très pratique car grâce à cette fonction tu verras les adresses I2C des écrans LCD. Cela te permet de les noter pour l'initialisation de chacune des écrans dans l'entête déclarative.
J'aimerais revenir sur le Workbench et remplacer l'écran LCD standard par un écran I2C afin de libérer les broches de l'Arduino. D'accord, je te laisse le faire? Oui, je pense bien en être capable toute seule. En premier, je clique sur l'écran pour la sélectionner et la supprimer. Je fais de même avec la résistance. Ensuite, j'accède au menu des composantes, je clique sur tout, afin d'avoir accès à toutes les composantes, parcours la liste et je sélectionne l'écran 16 par 2 I2C que je place en évidence sur le Workbench au-dessus des deux autres. Comme je t'ai vu faire au début, je sélectionne la puce PCF 8574 de Texas Instruments. Lorsque l'on ajoute un écran I2C, l'adresse par défaut est 32. Vérifie les adresses des deux autres écrans en cliquant dessus. Tu constateras que les adresses 32 et 33 sont déjà utilisées. Choisis la suivante. Je suis prête à faire les branchements. C'est facile puisque tu as dit qu'on pouvait les brancher en parallèle, je n'ai qu'à relier cet écran aux deux autres en respectant le nom des broches. J'aime ta façon de faire tes branchements, tu prends le temps de placer ton câblage proprement. Faut dire que j'apprends avec un bon prof. Il ne me reste plus qu'à aller dans l'environnement de programmation et apporter les changements dans l'entête déclarative en modifiant les variables qui correspondent à cet écran I2C. Cela en commençant par remplacer la classe Liquid Crystal par Liquid Crystal-I2C comme les deux autres. Ensuite, je remplace les paramètres entre les parenthèses. Comme je ne connais pas l'adresse hexadécimale de cet écran, j'ai lu qu'on pouvait utiliser l'adresse 0x27 qui est généralement une adresse par défaut pour ce type d'écran. Tu as raison, l'adresse hexadécimale correspond à l'adresse par défaut que l'on rencontre généralement sur ce type d'écran, mais cela dépend du fabricant. Nous allons y revenir plus en détail dans une autre leçon. En attendant, tu peux démarrer le programme et aller vérifier, dans le moniteur série, l'adresse qui lui a été assignée et revenir la corriger par la suite. Ah ben oui, l'adresse trouvée pour 34 est 0x22. Je n'ai plus qu'à aller la corriger après avoir arrêté le programme. Ensuite, je dois aller dans la fonction setup pour remplacer la fonction lcd.begin par lcd.init en laissant sa paire de parenthèses vides comme tu l'as fait pour les deux autres. Voilà, j'ai terminé. Il ne me reste plus qu'à tester ma programmation. T'es sûr? Je suis pas sûre. Si j'étais sûre, je ne serais pas très bonne à manger. Mais je suis certaine d'avoir fait tout ce qu'il fallait. Si tu le dis, voyons ce que ça donne. Oups, pourquoi ça n'a pas marché? En fait, ça fonctionne mais tu as juste oublié une instruction. Comme tu peux le remarquer, le texte s'affiche mais, Le rétroéclairage ne marche pas? Ça doit être un défaut de fabrication de l'écran. non, de toute évidence tu as, Bien sûr, j'ai oublié l'instruction qui active le rétroéclairage, exact. et cette instruction est lcd.backlight suivie d'une paire de parenthèses vides et d'un point-virgule. C'est bien ça. Bon, maintenant tout devrait fonctionner.
Je n'ai rien oublié? Le meilleur moyen de le savoir est de lancer le programme et d'observer s'il fait ce qu'on attend de lui. Alors je le lance. Ça a l'air d'aller mieux. Cette fois le rétroéclairage s'est activé? Oui. Et le texte s'affiche comme pour les autres écrans. Il n'y a pas de doute, tu as réussi. J'aimerais en savoir un peu plus sur ce type d'écran, comme la signification des branchements, les méthodes rattachées à la bibliothèque Liquid Crystal I2C. J'imagine qu'il y a d'autres fonctions à découvrir concernant ce type d'écran que je trouve vraiment cool par sa simplicité à le brancher et en plus, du fait que tu as dit qu'on pouvait en brancher jusqu'à 8 sur une même carte Arduino. Je trouve ça génial et en plus ça permet de pouvoir disposer de toutes les autres broches de l'Arduino pour les utiliser à d'autres fins. C'est vraiment trop cool. Absolument. Il y a encore quelques fonctions à étudier concernant les écrans LCD et encore à découvrir au sujet des interfaces I2C. Mais tout cela fera l'objet des prochaines leçons. Je pense qu'on a bien progressé aujourd'hui et qu'on a eu suffisamment de matière pour cette leçon. C'est vrai que ce n'est jamais bon de vouloir aller trop vite et qu'il est préférable d'utiliser ce qu'on vient d'apprendre tout en s'amusant un peu en passant à la pratique. Je suis bien d'accord avec toi. En attendant la prochaine leçon, j'aimerais aller sur le workbench et utiliser ce que j'ai appris aujourd'hui. Pourquoi pas? As-tu un projet en tête? Oui, je voudrais essayer de relier le maximum d'écrans LCD I2C à une carte Arduino et ainsi vérifier si j'ai bien compris. C'est une excellente idée. Vas-y, on te regarde aller. Baby, you give me ice and fire.
Pas si mal, je m'en suis assez bien sorti, pas vrai? Absolument, même très bien. J'ai juste fait une petite faute en oubliant un satané point-virgule après une instruction. Et oui, c'est le genre d'erreur qu'on fait tous plus ou moins souvent. Y a pas là de quoi se mettre la tête dans le micro-ondes. D'ailleurs, je mets ce projet en ligne grâce au lien que j'ai ajouté dans la description au bas de cette vidéo, ainsi tous nos camarades pourront copier ton projet et aussi avoir accès au bloc de code de Nick Gammon que tu as très bien su utiliser pour assigner les bonnes adresses hexadécimales correspondantes aux 8 adresses décimales, de 32 à 39, assignées par Tinkercad, pour chaque dispositif LCD équipé d'un interface I2C. Mais maintenant qu'on les connaît, nous ne sommes pas obligés d'utiliser la fonction de Nick Gammon à chaque nouveau projet? Bien sûr que non. Tu n'as qu'à les noter tout simplement et ressortir tes notes au besoin. Même pas besoin de les noter, je les connais déjà par cœur, c'est facile à retenir. La première adresse décimale est 32, convertie en hexadécimale ça donne 0x20, c'est logique que les suivantes seront 0x21, 22, 23, 24, 25, 26 et 0x27 pour la dernière. Tant mieux pour toi si tu t'en souviens, mais comme la mémoire est une faculté qui oublie, surtout à mon âge, je préfère les noter. Oui, c'est vrai qu'avec ton grand âge, ça peut poser un problème. J'imagine même que tu as déjà rencontré Adam et Ève en personne? Tu parles des personnages bibliques? Oui, Tu exagères un peu. Là, tu me confonds avec mon vieil ami Jacques. C'est tout pour aujourd'hui. Pour te donner un avant-goût de la prochaine leçon, dans la première partie, nous allons revenir avec un écran LCD standard et explorer quelques approches qui te permettront de modifier le contraste et la luminosité pour ce type d'écran en utilisant pour ce faire, soit des potentiomètres, ou des résistances montées en diviseur de tension, ou encore plus amusant, en développant des contrôles numériques à l'aide de boutons poussoirs. Et dans la deuxième partie, nous ferons le tour des fonctions contenues dans les bibliothèques Liquid Crystal et Liquid Crystal I2C. En espérant que tu as aimé cette présentation, aussi qu'elle t'a été utile dans tes débuts avec la programmation C++ pour Arduino, si c'est le cas, clique sur j'aime et partage-la avec tes amis. tu peux aussi utiliser les commentaires pour nous partager, soit ton appréciation, ou si tu as des questions concernant le contenu de cette leçon, voire même des critiques constructives qui nous aident beaucoup à nous améliorer. C'est grâce à ces petits gestes que cette chaîne existe encore et que nous avons la motivation pour continuer dans cette direction. Easy Weekend Project.